l'actualité ce soir. 3 morts et plusieurs blessés dans l'incendie d'un dépôt illégal de carburant à Bobo-Dioulasso. L'accident s'est produit au quartier Diaradougou, non loin d'un grain de thé. Des interrogations demeurent après l'incendie. Images à suivre dans ce journal. Et puis toujours à Bobo-Dioulasso, le siège d'un groupe privé de sécurité dénommé Koglezaka parti en fumée. Pour l'heure, les auteurs ne sont pas connus, mais les membres du groupe Koglezaka accusent certains responsables coutumiers. Et sur quoi se fondent ces membres? On en parle dans cette édition. Et à La Haye, devant la Cour pénale internationale, le Malien Ahmad Faki Al-Mahdi demande pardon au peuple malien. Ce djihadiste est jugé pour avoir dirigé la destruction de 9 des mausolées de Tombouctou et l'attaque contre la porte de la mosquée Sidi Yahya, classée au patrimoine mondial de l'humanité au début de l'été 2012. Voici pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, la coordinatrice résidente du PNUD au Burkina était chez le président du Faso. Metsi Maketa est allée annoncer l'appui de son institution au Conseil présidentiel d'investissement. Elle a aussi parlé de nouvelles programmations des Nations Unies pour le Burkina Faso. On en parle avec Oumou Sissé. La représentante résidente du PNUD chez Rockmar Christian Kaboré, Metsi Maketa est venue échanger avec le président du Faso, président du Conseil présidentiel pour l'investissement CPI, sur l'appui du PNUD aux prochaines sessions du CPI. Il faut absolument que cette session du CPI puisse se pencher sur ce qui va être l'accélération des réformes pour mener un développement, impulser le développement. Et dernière chose, c'était vraiment pour assurer le président du Faso de l'appui dans le cadre du CPI, l'appui du système à travers la modalité de la coopération sud-sud. Metsi Maketa a également informé le président du Faso de la nouvelle programmation du système des Nations Unies. Nous allons tout faire pour montrer et accompagner le pays en sorte que la totalité de l'expérience du système, aussi bien les entités résidentes que non résidentes, la totalité de l'expérience en termes des analyses, qu'on puisse les mettre au bénéfice du pays. Un appui qui pourra accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre du PNDS, le Programme national de développement économique et social. En visite dans l'ouest du Burkina, le ministre en charge de la sécurité promet un renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité de la région. Simon Compaoré était à Dédougou dans le Moun où il a appelé à une franche collaboration entre forces de sécurité et forces militaires. Aïcha Dianda, Paul Sawadougou. Cette rencontre avec les forces de défense et de sécurité ainsi que des corps paramilitaires de la Boukoul du Mouhoun a permis au ministre en charge de la sécurité intérieure de s'imprégner de leurs conditions de travail et de recueillir leurs préoccupations. Des préoccupations qui se résument à l'insuffisance d'effectifs, de matériel de protection, d'armement et d'infrastructures. À toutes ces préoccupations, Simon Compaoré a annoncé des solutions à court et à long terme. Il a aussi exhorté les différents corps à travailler main dans la main pour vaincre l'insécurité. Nous avons voulu aussi que l'esprit de cohésion de toutes ces forces-là soit de rigueur, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de combat solitaire qui tienne. On n'est pas satisfait parce que le courant est passé et ensemble, nous allons faire de bonnes choses pour la protection, la sécurité des citoyens, des populations de la Boukoul du Moun et la sécurité également de leurs biens. Les participants aux sorties de la rencontre se disent satisfaits et galvanisés pour lutter contre l'insécurité dans la région. Vraiment, cette rencontre nous a beaucoup réconfortés parce qu'il nous a prodigué des conseils et des directives et nous sommes en tout cas plus que jamais engagés résolument dans la lutte contre l'insécurité. Il nous a encouragés, en tout cas, nous en retour, nous promettons en tout cas faire le maximum pour que la paix règne au Burkina Faso. Et pour que la paix règne au Burkina Faso, Simon Compaoré a promis entre autres de créer des structures de sécurité dans les zones à haut risque et de renforcer les équipes en effectifs et en formation. Dans l'actualité ce soir, à Bobo-Dioulasso, un dépôt illicite de carburant explose et fait 3 morts. C'était hier aux environs de 22 h dans le quartier Diaradougou. Selon les témoins, le dépôt est situé à proximité d'un grain de thé, d'où de nombreuses interrogations. Explication, Karim Sissé.
Un dépôt clandestin de carburant a pris feu hier nuit aux environs de 22 heures. 3 personnes y ont perdu la vie, 2 autres seraient gravement blessés. Hier vers le 22 heures, moins 5 comme ça. Bon, on a vu les enfants commencer à crier, qu'il y a du feu, il y a du feu. Bon, on a sorti, bon, on a vu des personnes qui ont enlevé leurs habits. Et puis avec du feu, hein, bon, d'accord, on a essayé de les secourir. On a vu les gens crier ici. Bon, on a vu son pied à la porte, mais on ne peut pas rentrer. Il y a tellement de feu. Faire les constatations d'usage, à savoir les éventuelles victimes qu'on pouvait trouver. Et après l'incendie, c'est là qu'on a trouvé 3 corps carbonisés et non identifiables. Selon des témoignages, ces dépôts illicites de carburant existent depuis bien des années. Même s'ils étaient conscients du risque qu'ils couraient, les riverains se disent impuissants face à cette pratique. Ceux qui vendent de l'essence, des gasoils, là, c'est eux qui ont pris la maison là depuis là. Ils sont là plus de 10 ans. Comment nous on va faire? Comme ils sont pas nous sommes dans les quartiers, ils sont pas chez nous. Si le propriétaire de la cour n'est pas plein, qu'est-ce que nous on peut dire? Comment faire? Comment faire? Au regard de la situation, les autorités municipales entendent prendre le problème à bras le corps. Ça nous interpelle encore. Alors vous avez aux alentours ici, il me semble, des situations pareilles. Alors donc là, nous sommes obligés, je le disais tout de suite, que nous allons réfléchir rapidement, quel type d'opération rapidement nous allons mener pour que on puisse mettre fin à cette pratique dans la ville. Mais en attendant ces mesures, la pratique pourrait continuer dans dehors des familles. Il est donc demandé aux populations de toujours dénoncer ces cas de pratique. À Bobo-Dioulasso, toujours, le siège d'un groupe privé de sécurité dénommé Kogol Zakar, parti en fumée dans la zone non lotie du secteur 22 ce week-end. Pour l'heure, les auteurs ne sont pas connus, mais les Kogol Zaksé indiquent certains responsables coutumiers. Et pour ce groupe privé de sécurité, cet incendie est loin de les décourager. Bitibie Naon, Siriki Milogo et Karim Sissé. Voici ce qui reste du siège de Kogol Zakar ou protéger sa cour en Morée après l'incendie des lieux. Un groupe d'autodéfense des résidents non attributeurs de parcelles dans le non-loti du secteur 26 de Bobo-Dioulasso. Moi, personnellement, j'ai appris qu'il y a des masques qui sont venus saccager notre siège. Le lendemain, en cherchant des solutions pour ces mêmes problèmes, ils sont venus achever le reste. Cette association dit défendre les droits des résidents conformément à la mesure de suspension des mises en valeur des parcelles des zones contestées. Malgré la destruction de leur siège, les responsables de Kogol Zakar ne comptent pas baisser les bras. Ils disent saisir les autorités pour la satisfaction de leurs revendications. Nous interpellons au niveau de l'État pour qu'il prenne des mesures idoines pour que la paix sociale soit régnée dans le secteur. Parce que nous ne parlons pas des autochtones, nous ne parlons pas des chefs. Ce sont les chefs et nous les respectons. Nous ne parlons que nos parcelles et nos parcelles. Maintenant, si le gouvernement veut en savoir davantage, il n'y a pas de problème, le terrain est là. C'est une révision sur le terrain pourra étayer la vraie version de nos revendications. Un rappel, c'est en février 2014 que l'association Kogol Zakar a vu le jour à Bobo-Dioulasso. Une association qui regroupe aujourd'hui plus d'une centaine de membres selon ses premiers responsables. Et contre le terrorisme, l'AUMB, l'association des élèves étudiants musulmans au Burkina, mobilise ses membres. Ce lundi dans l'après-midi, ils étaient des milliers à battre le pavé à Ouagadougou pour dénoncer ces extrémismes violents au nom de Allah. Yolan Lompo, Yacouba Gamene. Accompagnés de leurs aînés, ces élèves et étudiants musulmans ont battu le pavé pour dire oui à la paix et lutter contre le terrorisme. Ils viennent des 13 régions du Burkina, mais aussi du Niger, du Mali, du Togo, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Si les autres marchent pour commettre des actes
de tueries, nous marchons pour la paix. Parce que l'islam n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit comme mouvement qui se passe autour du terrorisme. Pour nous, l'islam, dans son sens même, est la paix. L'islam est venu pour la paix et l'islam est venu pour la miséricorde. Et on ne peut en aucun cas utiliser ça pour des actions de terrorisme. Aucun pays n'est à l'abri du terrorisme. Et pour commettre leur forfait, les terroristes n'hésitent pas à recruter parmi ces jeunes. Et cette marche pour nous, c'est une façon d'inviter les jeunes, surtout les jeunes aujourd'hui qui sont victimes de ces attentats, mais aussi qui sont ceux qu'on utilise, ceux qu'on vient flatter, ce que nous appelons les vendeurs d'illusions, qui viennent les flatter avec des promesses et qui les amènent sur le champ du terrorisme, dire à l'ensemble de ces jeunes-là qu'il faudra qu'on se lève et qu'on marche pour que tout cela cesse et qu'on se mette tous ensemble autour de la paix. L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina a aujourd'hui 30 ans. Et cette marche pour la paix se tient en marge du Séminaire national de formation islamique. À Zaktouli, à la périphérie de Ouagadougou, la construction de la centrale solaire avance. C'est le constat d'une de nos équipes ce matin sur le site. Lancé le 16 juin dernier, rien de particulier à part le débroussaillement, mais les entreprises chargées de la construction rassurent. Salif Belem, Maïmouna Traoré. C'était le 16 juin 2016, le lancement des travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli. La Société nationale d'électricité du Burkina donnait rendez-vous aux consommateurs pour août 2017. Quelques 2 mois après, c'est la course contre la montre. Les ouvriers sont à pied d'œuvre et le chantier est à l'étape du débroussaillage. Le chantier, pour le moment, il va parfaitement. Et vraiment, l'endroit est idéal pour faire les travaux que nous sommes en train de faire parce qu'il est parfaitement nivelé, il est en ordre parfait et le terrain est très bon. Mais les travaux sont parfois perturbés par des intempéries, comme c'est le cas aujourd'hui avec la pluie. Le sol est un peu mûr, donc lorsque les engins passent, ils s'embourbent. Donc il faut attendre que le sol sèche d'abord avant de continuer. À ce stade, 22 travailleurs sont sur le terrain en attendant l'entreprise chargée de la fabrication des panneaux solaires. Il y aura la phase de la clôture qu'on va installer. Bon, il y aura 2 clôtures, clôture provisoire et une clôture définitive. Et ensuite, il y aura une phase où on va commencer à installer les pieux pour recevoir les panneaux solaires. Pour le sol, il y aura un remblai. On va faire un remblai et après compacter. 129 600 panneaux solaires seront installés sur ce site de 60 hectares. Les plaques seront disposées au côté sud. Alors donc ils vont regarder de ce côté. C'est sur des supports fixes qui peuvent résister à des vents de 120 km/h. L'énergie produite à partir de cette centrale sera injectée au poste de Zaktouli pour que ça soit redistribué sur le réseau national interconnecté. Avec une production énergétique attendue de 556 kWh par an, le Burkina Faso espère réduire son déficit d'offres énergétiques et partant les délestages. Et puis, ces images de dégradation avancée de la route nationale numéro 12, reliant pas à Gawa jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Nid de poule et ravinement ont fini par rendre la voie impraticable. Sur la nationale numéro 12, il faut choisir son trou pour amortir les chocs. Constat avec Daman Kaboré et Madou Edraogo. Des véhicules en zigzag sur la voie, il s'agit d'une manœuvre pour éviter les nids de poules et les nappes d'eau perceptibles à plusieurs endroits de la nationale numéro 12. La route reliant Pa-Kamti, en passant par Gawa, présente un niveau de dégradation inquiétante de la chaussée. Cet axe routier inauguré en 2003 constitue aujourd'hui un calvaire pour les populations. Avec les déviations, ça fait balancer les camions, ça fait peur aux passagers. Bon, pourtant, nous-mêmes, on va jusqu'à Batié comme ça. Batié là, 67 km escalier, Gawa, Batié. Bon, le goudron même là est dégradé. On prend l'argent de péage. Bon, quand il y a un accident, c'est nous les chauffeurs, on accuse. Bon, souvent, il y a des gens qui s'en prennent à nous-mêmes. Ils disent qu'ils ne vont pas payer l'argent là. Voilà, parce qu'avec l'état de la route, ils ne peuvent pas venir, ils payent. Et puis la route, là, il y a des nids de poules partout, c'est tout au péage. Une situation qui amène les usagers à se demander si à l'orée des festivités du 11 décembre en 2017 à Gawa, l'État prévoit réhabiliter cette route qui mène au corridor Burkina-Ghana et Burkina-Côte d'Ivoire. Peut-être même s'ils vont prendre en compte un tronçon
de voies, peut-être à l'entrée de Gawa jusqu'à la sortie. Sinon, bon, on ne peut pas. En décembre, ça va être très difficile. Des dispositions diligentes sont sur le point d'être prises pour la réhabilitation de cette route qui connaît un trafic assez dense à cause de son caractère international. En 2017, en principe, on devait pouvoir reprendre les travaux de cette voie. Faire un entretien périodique. Voilà. Même si nous faisons l'entretien courant sur cette voie, ça sera pour un bout de temps. Quand vous regardez, vous avez vu que par moment, l'entretien courant avait eu lieu, mais les dégradations continuent. C'est-à-dire que la chaussée même est fatiguée, le revêtement est fatigué, il faut reprendre le revêtement. En attendant des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou de renforcement de cette voie, ce sont des usagers qui font face aux risques liés à son état de dégradation avancée. Les membres du caucus genre de l'Assemblée nationale au Burkina se forment sur l'analyse des politiques publiques en lien avec le genre. Ce mardi, ils ont entamé un atelier à Ouagadougou qui doit les aider à être aguerris sur le sujet. Kadi Sanogo, Mathias Drabo. De promouvoir l'intégration de l'approche genre dans toutes les activités du Parlement. C'est un concept qui prend en compte les statuts, les relations, les rôles, les responsabilités des hommes et des femmes. Placé sous le thème genre et analyse genre des politiques publiques, cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités des membres du caucus sur la question du genre. Cet atelier, c'est une première d'abord activité du réseau. Et nous sommes là pour renforcer les capacités de nos membres. Parce que souvent, on a tendance, on a l'impression qu'on comprend tout, mais en vérité, on ne comprend pas le sens même du genre. Parce que quand on demande aux uns ou aux autres qu'est-ce que c'est que le genre, on vous dira c'est l'équité l'égalité femmes-hommes, couches défavorisées. Mais ça va au-delà. Cet atelier a bénéficié du soutien de l'USAID et du NDI. La lutte contre l'exclusion, contre les inégalités, les discriminations est un problème de justice sociale et de développement. Et vous remarquerez la présence de la secrétaire d'État chargée de la lutte contre l'exclusion qui montre à souhait que cette question est centrale dans tous nos pays où nous remarquons évidemment que les effets des discriminations impactent beaucoup le développement. Le caucus genre de l'Assemblée nationale a vu le jour en 2005. Cet atelier de 3 jours va permettre à ces parlementaires d'être mieux outillés sur la question du genre au Burkina. En agriculture, c'est connu que la femme au Burkina a difficilement accès à la terre, mais à Tibga dans le Gourmand, un groupe de femmes fait figure de privilégiés. Grâce au projet riz pluvial, le groupe a pu acquérir des superficies dans les bas-fonds aménagés pour la culture du riz et d'autres spéculations. Rasmata Ouedraogo et Mahamadi Ouedraogo sont allés regarder cela pour nous. Compte rendu. Le groupement Naman-Gabzanga, fort de 319 membres, dont 235 femmes, exploite ce bas-fond risicole de 40 hectares. Sur cette superficie aménagée en 2014, les exploitants bénéficient d'une assistance technique des agents de l'agriculture de la commune de Tibga. Nous leur demandons effectivement de respecter l'itinéraire technique de production du riz. Par exemple, la préparation du sol jusqu'à la récolte. Après le labour, il faut peut-être faire émietter, procéder maintenant au traçage des lignes de semis pour pouvoir s'aimer. Il faut aussi chercher de la semence améliorée qui est adaptée. Le cycle est court et le rendement aussi est très élevé. Au 40e ou au 45e jour après semis, nous leur demandons d'apporter l'urée. Grâce à ces conseils reçus, cette exploitante arrive à s'en sortir après les récoltes. Je suis dans le groupement depuis 3 ans. Je peux gagner plus de 100 plats. Nous mangeons à notre faim et je vends le reste pour les besoins de ma famille. À Gueliende, toujours dans la commune de Tibga, les 120 femmes du groupement Tewinde cultivent le riz sur les 30 hectares du bas-fond de Yembi aménagé en 2016. Ces femmes qui sont à leur première expérience sont confiantes pour la suite. Je cultivais le mil avec mon mari, mais le groupement est venu nous sauver. Si la récolte est bonne, je pourrai subvenir à mes petits besoins et ceux de mes enfants à l'école. Le non-accès à la terre et le manque de matériel technique sont entre autres difficultés que les femmes de Tibga rencontrent dans leur lutte contre l'insécurité alimentaire.
Il y a des périodes où nous rencontrons des difficultés, comme l'acquisition tardive des intrants agricoles. Sinon, nous travaillons très bien. J'ai souffert pour avoir mon champ. Comme je suis femme, c'est difficile. Je ne suis pas membre d'un groupement, mais si je pouvais y être, cela m'arrangerait beaucoup. Pour cette campagne agricole de 2016, plus de 160 tonnes de riz sont attendues par ces groupements qui bénéficient de l'accompagnement du projet riz pluvial. Pour la visibilité du BBDA, le Bureau burkinabé des droits d'auteur, la nouvelle équipe dirigée par Walib Bara organise à partir du 21 septembre prochain des journées portes ouvertes. Il s'agira de donner l'occasion au grand public de comprendre davantage sur les activités du bureau. Aruna Mari. Le BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur, effectue sa toute première rentrée du droit d'auteur du 21 au 23 septembre prochain. C'est la principale information livrée aux médias à cette conférence de presse. Une rentrée qui va se dérouler en deux volets, la nuit du droit d'auteur et la journée du droit d'auteur. La journée du droit d'auteur qui sera caractérisée donc par des journées portes ouvertes à l'intérieur du BBDA où toutes les directions seront dans la cour du BBDA pendant les 3 jours pour expliquer à tous ces utilisateurs d'œuvres de l'esprit, à tous nos partenaires techniques et financiers, comment se passe donc le processus du droit d'auteur. La journée du droit d'auteur sera également ponctuée par des conférences. La nuit du droit d'auteur vise à lever des fonds pour la mise en place d'une mutuelle au profit des artistes de plus de 60 ans. Ce qu'on appelle habituellement les usagers du droit d'auteur. Attendez par là ceux qui utilisent donc les œuvres de l'esprit et qui, en contrepartie de l'utilisation de ces œuvres, payent des redevances qui sont donc redistribuées plus tard aux différents créateurs d'œuvres de l'esprit, ne comprennent pas souvent le mécanisme qui régit donc le droit d'auteur. Il y a donc un déficit de communication, de visibilité donc sur les actions du BBDA. Le budget de cette rentrée se chiffre à 39 millions de francs CFA et sera financé à hauteur de 12 millions de francs CFA par le BBDA et le reste, soit 27 millions, par les partenaires. Toujours en culture, l'Union nationale des Rougas du Burkina a procédé ce 20 août 2016 à l'intronisation du chef Rouga du village de Torodi, village situé à 3 km de Dori dans le Sahel. Le Rouga est le chef des éleveurs. Il sert d'intermédiaire entre les éleveurs et les autres composantes de la société. Sur la cérémonie d'intronisation, le récit de Joseph Bambara et de Bouré Makani. Réjouissance et liesse à Torodi, village situé à 3 km de Dori. Les habitants de ce village et leurs invités se sont parés de leurs plus beaux accoutrements lors de l'intronisation du Rouga, entendez par là le chef des éleveurs de cette localité. Événement qui constitue une première dans ce village de pasteurs. Le Rouga, c'est le chef des éleveurs. Son rôle, c'est de servir d'intermédiaire entre les éleveurs et les agriculteurs, les forces de l'ordre, les autorités religieuses. Intronisé ici par le chef des Rouga de Fadangouma, c'est un chef heureux et comblé de présents qui entend être digne de la confiance placée en sa personne. Je promets de faire de mon mieux pour préserver toujours la sécurité de ce bétail et tous les éleveurs. Et aujourd'hui, tous ceux qui voient ça savent bien que vraiment ce n'est pas un petit truc. Et on est en train d'essayer de voir comment faire pour que l'élevage ici puisse vraiment aller de l'avant. Monsieur Brahima Diallo, intronisé ce jour par le président de l'Union des Rouga, sera le premier répondant des éleveurs en cas de besoin dans tout le village de Torodi. Il sera appuyé dans sa tâche par 17 jeunes communément appelés garçons et par le réseau de Rouga implanté dans 5 régions du Burkina et quelques pays de la sous-région. À l'étranger, ce procès inédit devant la Cour pénale internationale à La Haye, à la barre, le Malien Al-Faki Al-Mahdi, il est accusé d'avoir intentionnellement dirigé les attaques contre 9 des mausolées de Tombouctou et contre la porte de la mosquée Sidi Yahya, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en début 2012. On essaie de regarder images et commentaires. Le procès qui s'est ouvert ce lundi devant la Cour pénale internationale est une première à plusieurs titres.
Il concerne un djihadiste présumé, le conflit au Mali, la destruction du patrimoine, à savoir des mausolées de Tombouctou en 2012, et l'accusé Ahmad Al-Faki Al-Mahdi plaide coupable. Mesdames et messieurs, c'est avec un profond regret et une grande douleur que je dois plaider coupable. Et toutes les charges retenues contre moi sont exactes et correctes. Je suis vraiment désolé et j'éprouve vraiment des remords. Selon l'accusation, l'homme est un membre d'Ansar Dine, organisation liée au groupe djihadiste d'Al-Qaïda qui depuis janvier 2012 contrôle alors le Nord Mali et entre en avril dans Tombouctou. Au début de l'été 2012, Al-Mahdi, qui a pris le nom de guerre d'Abou Tourab, aurait supervisé la démolition de 9 mausolées de la ville des 333 saints, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les plus anciens datent du XIVe siècle. Les habitants vont y solliciter le secours des protecteurs de Tombouctou, pratique insupportable pour les djihadistes. En janvier 2013, ces derniers détruisent aussi 4200 manuscrits, juste avant d'être chassés de la ville par les soldats français de l'opération Serval. Mais la grande majorité des documents ont pu être récupérés lors d'opérations de sauvetage. Chef présumé de la Hizba, la brigade islamique des mœurs, Ahmed Al-Mahdi est arrêté au Niger par les soldats français en 2014 dans un convoi transportant des armes depuis le sud libyen. Il est transféré un an plus tard vers la prison de la CPI. Aujourd'hui, une dizaine de mausolées ont été reconstruits par l'UNESCO dans le cadre d'un programme financé par plusieurs pays et institutions. Les sites originaux ont été reproduits à l'identique. Les ONG maliennes, notamment, attendent beaucoup du procès d'Al-Mahdi, même s'il leur laisse un goût amer. L'accusé est le seul djihadiste à avoir été transféré à La Haye pour les exactions commises pendant l'occupation du Nord Mali. Aucun crime de sang ne fait l'objet d'une procédure à ce jour. Et puis en France, la fin d'un faux suspense dans un livre intitulé « Tout pour la France » qui sera publié le mercredi. Nicolas Sarkozy annonce sa candidature à l'élection présidentielle via la primaire à droite organisée le 20 et 27 novembre prochain. Il quitte ainsi la présidence du parti Les Républicains. Sans surprise, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, est à nouveau candidat à l'Élysée. Annonce faite dans un livre à paraître mercredi intitulé « Tout pour la France ». Mais avant 2017, le chef de l'opposition devra d'abord affronter une douzaine de concurrents lors de la primaire à droite, notamment Alain Juppé qui le distance dans les sondages. Dans la majorité aussi, la liste des candidats est déjà longue. On y retrouve 3 anciens ministres du socialiste François Hollande, dont Arnaud Montebourg, le chantre du Made in France. À l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon est lui aussi en campagne. Ses militants parcourent la France depuis plusieurs semaines à la rencontre des abstentionnistes. Enfin, à l'extrême droite, Marine Le Pen. Tous les sondages donnent la présidente du Front National au second tour de la présidentielle avec un score de 30% au premier. Reste une inconnue, François Hollande se présentera-t-il à sa propre succession? Impopulaire et contesté au sein même de son parti, le chef de l'État attend la fin de l'année pour se prononcer. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce mardi. La lecture croisée des journaux du jour nous est proposée par Abdourahmane Zongo. Exit le gaz butane dans 2 mois, en atteste cette affirmation de la Fédération syndicale des taximens, relayée par le quotidien citoyen, je cite. Nous n'utiliserons plus le butane après le 30 octobre 2016. Et cette unanimité fait suite justement à une courageuse mesure gouvernementale intimant l'ordre de revenir à l'essence et au gasoil. L'Obs s'affiche de son côté le oui mais des taximens, car en contrepartie, explique le journal, je cite, « L'État procédera au renouvellement du parc des taxis en 2017, puis offrira une allocation de 500 000 francs CFA pour changer le moteur de chaque taxi. Une somme intéressante mais jugée insatisfaisante par les intéressés qui réclamaient au départ 2 millions de francs CFA pour tout utilisateur de taxi à gaz. Le président de la fédération syndicale, Emmanuel Nakoulman, est rassurant. L'abandon de l'usage du gaz butane comme combustible sera respecté par les taximens, déclare-t-il dans les colonnes des éditions Le Pays, et qui ajoute 2002 taxis sont concernés dans les villes de Dédougou, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Morceau choisi par Aujourd'hui au Faso. Y aura-t-il une baisse du tarif et réponse des intéressés? Si l'État arrive à nous offrir le litre d'essence à 500 francs CFA,
et de gasoil à 450 de nos francs, je vous assure que le taxi va revenir à 200 francs CFA à Ouagadougou. Sur un tout autre registre, l'huile de mauvaise qualité et impropre à la consommation refait surface à Bobo-Dioulasso, où selon le journal Notre Temps, 1200 bidons d'huile ont été saisis ce 22 août. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.